Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Atelier à Concept. Bonjour Frédéric Quevillon. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans ce Comme d'Archi. Vous êtes architecte urbaniste, fondateur et à la tête d'Atelier à Concept. L'agence Atelier à Concept intervient de la conception à l'exécution en passant par le pilotage d'opérations ainsi que dans les travaux en site occupé. L'agence possède une solide expérience dans les domaines publics et privés, en public, administratif, comme bureau, centre des impôts, trésorerie, centre de secours, centre de santé pluridisciplinaire, culturel, pôle culturel, salle polyvalente, de conférences, enseignement, lycée, collège, groupe scolaire, restauration, sportive, vestiaire, salle de sport, en privé, EHPAD, maison de santé, logement individuel, collectif, écoquartier, tertiaire. Depuis sa date de création en 2001, l'atelier à Concept affûte ses méthodes dans la bonne humeur pour favoriser la créativité de son équipe pluridisciplinaire. J'ai compté sur votre site. Vous semblez avoir une agence d'une vingtaine de collaborateurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Leurs profils sont complémentaires, architectes, urbanistes, économistes, ce qui ne court pas les rues, et graphistes. Vous insistez sur le décloisonnement et la confrontation des expériences pour une émergence de projets urbains et novateurs. Il est question aussi de se nourrir des dernières tendances, de se remettre constamment en question, notamment par la maîtrise de nouvelles technologies comme le BIM. Vous avez une belle clientèle, des grands comptes privés, une clientèle publique institutionnelle. Votre agence est située 14 rue Père-André, Jarlan, 91 000, Évry, Courcouronnes. Alors commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et comment se sont déroulées vos études ? Alors, mon parcours, si on part du tout début, je suis né donc à Évry, parce qu'avant c'était la ville d'Évry et pas Évry-Courcouronnes, ça l'est depuis très peu de temps. J'ai un papa qui était architecte. Tiens donc. Ouais, je crois que c'est assez classique, hein, rien d'extraordinaire. Et bon, c'est vrai que en étant donc faisant toute ma scolarité secondaire dans la ville d'Évry comme une ville nouvelle, donc au niveau architecture et urbanisme, on est déjà plongé dans quelque chose d'assez étonnant et très innovant, où c'était déjà beaucoup d'exploration architecturale et urbaine à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs, de l'expérimentation. Et avec un papa en plus, donc architecte, mais qui faisait plutôt du pavillon. Voilà, quand je rentrais de l'école en ayant passé ma journée à Évry, je le voyais faire des maquettes ou des dessins. Et c'est vrai que ça c'est plutôt sympa, je trouve, ça donne envie. Et donc voilà, du coup, je me suis lancé dans les études d'architecture. Donc forcément, on arrive à Paris, étant de la banlieue, c'est quelque chose d'assez étonnant. J'avais très peu d'étudiants de mon atelier qui étaient banlieusards, comme on dit. On était 2, je crois. Tout le reste était parisien. C'était quelle école ? Paris-la-Seine. D'accord. Voilà. Paris-la-Seine. Ensuite, il y a eu les fusions des écoles. C'était un peu le bazar. Du coup, moi, j'en ai profité pour partir en Erasmus à Venise. Donc, j'ai été à l'Institut universitaire d'architecture de Venise. J'ai pas eu le choix, en fait. Le seul Erasmus qu'il y avait, c'était là-bas. Donc, bon, j'ai dit, si c'est comme ça, j'y vais. donc, il y a pire. Vous y êtes resté combien de temps ? 1 an. Wow. Enfin, 8 mois précisément, et c'était incroyable parce que du coup c'est une autre façon de voir l'architecture. J'ai eu des professeurs dont un qui s'appelle Aldo, pardon, c'est le fils, Aldo Emonino, fils de Carlo, enfin voilà, des architectes de l'époque moderne très
très réputés, qui ont beaucoup écrit, beaucoup théorisé. Donc voilà, c'était une façon de voir l'architecture et d'apprendre très très libertaire en fait. Il n'y avait pas de dogme, on nous poussait dans ce qu'on voulait vraiment, donc c'était une autre façon de faire où dans les écoles d'archi en France, on était plus à faire ce que voulait un peu le professeur d'atelier, donc là on était très très libre. Et puis surtout on explore un art de vivre, un art de vivre qui est très particulier. En plus Venise, donc c'est vraiment différent de l'Italie, c'est une ville où on sent vraiment le passif, où on sent qu'il faut s'être un peu replié sur soi-même, mais il se passe en même temps plein de choses quand on fouille un petit peu. Donc voilà, après Venise, j'ai voulu rester en Italie et prolonger un peu l'expérience, donc je suis parti à Rome. À Rome, j'étais dans une super agence MA0, donc on travaillait sur des expositions justement pour la Biennale de Venise ou des concours pour la Triennale de Milan qu'on a gagné. On a fait Europan qu'ils ont gagné, parce que moi j'étais juste stagiaire là-bas, mais j'ai beaucoup participé, très investi, et je suis toujours très en lien avec eux. Ça m'a beaucoup appris. Et puis la vie romaine aussi était un autre art de vivre, où on cultive la culture de la place, de la vie dehors, et de vivre le vide de façon différente. Le climat aussi le permet plus. Et puis toutes les strates historiques aussi sont c'est ça. riches. Et puis à chaque pas, on voit un vestige. Donc c'est pour ça qu'il y a très très peu de travaux, parce que dès qu'ils mettent un coup de pelle, il y a un vestige, donc il faut arrêter le chantier. Enfin voilà, c'est... Et puis la nature qui rentre dans Rome, c'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, et puis après j'ai dû rentrer, passer mon diplôme, et j'ai passé mon diplôme, et puis j'ai commencé, je voulais travailler à la base dans d'autres agences, que je devais aller chez Piano, que j'adore, qui est mon architecte préféré, et puis finalement mon père m'a attrapé avec un concours sur un site qui me tenait à cœur, un pôle culturel, on a gagné, et puis j'ai commencé à travailler dans l'agence comme ça, et puis c'était bien, parce que du coup il est décédé assez rapidement après, donc... la transmission a été faite. Voilà. Bon. Vous avez des frères et sœurs, non ? Un frère, oui. Et qui, lui, n'est pas architecte ? Il a essayé, et puis il trouvait que ça ne travaillait pas assez à l'école d'archi. Donc il est reparti dans sa deuxième passion, qui est du coup sa première maintenant, qui est chercheur en physique quantique. Ah oui. Voilà. Rien que ça. Ouais, il est au CNRS, donc travaille sur l'abstrait, des choses qui se voient beaucoup moins. Bon. Donc Rome, alors quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte ? Vous venez de le dire. Vous avez hérité de l'agence de votre papa et la transmission s'est faite de manière rapide. Et pourquoi cette implantation à Évry ? Donc parce que vous habitiez Évry, c'est ça ? Et votre papa était architecte là-bas ? Oui, on habite à côté, et c'est vrai que moi après j'habitais donc à Paris, je me suis beaucoup posé de questions sur le fait de mettre l'agence à Paris, qui était plus pratique, et puis ce territoire d'Évry, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup à faire. La banlieue, la Grande Couronne, et on peut aussi en reparler avec le Covid, où je pense que la Grande Couronne va avoir une autre vision ou une autre perception des habitants. Mais je trouve qu'à Évry, il y a plein de choses. On peut se permettre des choses. On n'est pas figé dans une histoire, parce que c'est une ville très très jeune, du coup, les années 70. Donc oui, j'ai un attachement au territoire profond. Je pense que pour en parler souvent avec des acteurs locaux, on a toutes les qualités pour développer un art de vivre aussi très qualitatif. Oui, c'est un petit peu... bien sûr, je suis déjà allée à Ivry, mais en ville nouvelle, je connais très bien Cergy-Pontoise. Oui, c'est très je pense identique. que c'est un petit peu pareil. Oui, ils sont très similaires, les deux. Ouais. Il y avait une vie de territoire et de village, et puis est arrivée la ville moderne, contemporaine, et ça s'est articulé comme ça. C'était un bourg avant, en fait. Ouais, voilà, c'était un bourg, et puis d'un coup, on décide d'y amener toutes les administrations et le pouvoir public de façon rapide et violente aussi. Et puis, et donc, il a fallu construire tout ce qui allait avec, habitation, logement. Donc, mais finalement, c'est une manière peut-être un peu, comment dirais-je, vous préfiguriez un peu des démarches de vous installer là-bas. C'était finalement un choix un petit peu avant-gardiste, non ? Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'agences d'architecture qui sont en banlieue. En Grande Couronne, pas beaucoup non plus, je crois. On doit être la seule à Évry.
Courcouronnes, pardon. Et du coup, on s'est ancré là-bas. On était 3 en 2008. Maintenant, on est, vous disiez, une vingtaine. Alors précisément, on est 28. Et donc, on voit un grand changement dans le sens où en 2008, quand moi j'ai repris l'agence, on était donc 3. Et pour trouver des archis, des gens qui venaient travailler avec nous, c'était assez compliqué. Et on voit maintenant que c'est facile. Et encore mieux, encore ce qui est plus plaisant, c'est que les gens s'installent. Les gens s'installent, prennent des logements à côté. Il y a des gens qui arrivent de Nantes qui viennent s'installer ici. Il y en a qui viennent d'être Dreux qui viennent s'installer ici. Il y en a de Paris qui déménagent pour venir habiter plus près du travail. Donc c'est un changement étonnant et super agréable à vivre. Ouais. Donc une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Alors clairement, j'imaginais rien. C'est vrai. Quand j'ai eu mon diplôme d'archi, je me suis assis et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Parce que, en fait, finalement, quand on est étudiant, l'objectif, c'est le diplôme d'architecte. Mais je m'étais jamais projeté sur après. Donc, je sais pas. Je pensais pas forcément développer l'agence comme ça. Je pensais pas arriver à avoir une agence de 28 personnes. Et vous pédaliez tout seul ? Enfin, oui. Pardonnez-moi l'expression. Oui. Mais c'est... oui. Moi, je fais un peu de vélo aussi par ailleurs. Mais, mais oui, je pédale tout seul. Avec votre équipe, bien sûr, mais pas d'associés. Bientôt, sûrement, on pourra en parler aussi. Mais il y a des gens à l'agence qui méritent, vu leur investissement et ce qui apporte beaucoup à l'agence. Je pense que bientôt, on aura des annonces à faire à ce sujet-là. Mais tout ce qui a été fait là, alors on dit tout seul, moi j'aime pas dire tout seul parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Bien sûr. C'est un gros travail d'équipe. J'ai une super équipe. Enfin, c'est vous qui l'avez composé, cette équipe. Oui. Alors, on dit que le talent d'un chef, c'est de bien s'entourer. Ouais. Je suis très bien entouré. Voilà. Donc, on a parlé de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets ? Peut-être en partant du général, l'urbanisme, et en allant vers le particulier, l'architecture, parce qu'apparemment vous êtes aussi très ancré sur les territoires, sur la problématique des territoires, si j'ai bien compris. Oui. C'est vrai que l'agence étant située en Grande Couronne, je pense qu'on a une spécificité à comprendre les territoires de Grande Couronne on a beaucoup travaillé, c'est très prestigieux de travailler à Paris, travailler en Première Couronne. On y travaille aussi, puisqu'en ce moment on réhabilite Sciences Po Paris, on vient de terminer l'école des mines, on fait des opérations aussi en Première Couronne, puisqu'on vient de gagner un groupe scolaire à Les Roses. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'on a une spécificité, je pense, à appréhender le territoire, on va dire, vaste, et pas forcément structuré ou dense comme en Première Couronne ou Paris, où finalement la contrainte, on l'a très facilement. C'est beaucoup plus compliqué, je trouve, d'avoir penser un territoire vaste, où il y a beaucoup moins de contraintes finalement, qu'un territoire comme Paris. À Paris, on prend un exemple d'une dent creuse, le bâtiment, il va vite être... c'est très compliqué aussi, mais c'est pas de la même façon. Occuper l'espace, c'est compliqué quand on ne sait pas quoi en faire, quoi. Donc on a cette approche urbaine des territoires pas forcément denses, qui est spécifique, parce qu'on le vit tous les jours, on le parcourt, on voit les améliorations à avoir, on voit le vécu des gens surtout, et c'est ce qui se passe dans les villes nouvelles. Dans les villes nouvelles, elles ont été faites dans les années 70. Maintenant, il y a du vécu qui s'y est implanté, il y a des habitudes qui sont ancrées, et donc il faut la réadapter et juste l'adapter aux nouvelles pratiques ou aux pratiques qui se sont installées. Et donc voilà, donc c'est toutes ces petites adaptations qu'il faut mettre dans ces villes, dans ces territoires. Et donc oui, au niveau j'ai une grande sensibilité urbaine, comme certains des archis qui sont à l'agence et urbanistes. Donc c'est l'espace vide, pour nous, est primordial. Alors c'est compliqué pour un architecte de dire que l'espace vide est plus important que le bâtiment, mais le bâtiment, il doit fonctionner, il doit avoir des qualités, il doit être vertueux. Et puis après, l'esthétique, chacun en jugera. Mais par contre, si l'espace vide qui est à son pied ou qui l'entoure ou qui le connecte aux autres bâtis
si cet espace vide n'est pas qualitatif ou ne permet pas les relations sociales, les échanges et la vie finalement, c'est un échec. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aime beaucoup penser le vide, et surtout quand on a un projet d'archi, donc un bâtiment pur, ce qui était le principal de nos projets en ce moment. On s'oblige toujours à penser plus loin que le mur qu'on met en limite de terrain, de propriété. On s'oblige toujours à se dire qu'est-ce qui se passe après le mur, qu'est-ce qui se passe après la limite de propriété, comment est-ce qu'on se connecte à la rue. Donc voilà, on va un peu plus loin que notre mission souvent. Mais je pense qu'on a le devoir de conseil. Et alors, en projet emblématique en urbanisme, vous avez quoi ? Ah oui, on a beaucoup travaillé avec la ville de Courcouronnes avant que ça fusionne avec Courcouronnes. On nous a donné l'opportunité de réfléchir à la revitalisation d'un centre commercial qui était un peu désuet, qui l'est toujours d'ailleurs, qui s'appelle Torini. Et on a pensé à tout l'espace urbain de cette place. Et donc ça a été un sujet passionnant qu'on a mené en lien avec la mairie. Et on a fait une réunion publique qui est devant plus de 400 personnes où on présentait donc notre étude et puis 2 scénarios. Et on avait un scénario qui était moyennement ambitieux, on va dire, ou très conservateur. On laissait plutôt dans son jus, juste en faisant un petit coup de... Un relookage, voilà. Et il y avait un autre qui était plutôt novateur, où on redessinait la place, parce qu'on refaisait des vraies limites, pour avoir une lisibilité urbaine. On venait mettre un commerce, une salle polyvalente. Enfin voilà, on faisait quelque chose avec qui donnait de la visibilité à cette place. Et c'était un grand bonheur que quand on a lancé le vote sur le projet, qui préférait quoi, il y a eu 398 voix pour le projet innovant et 2 voix pour le projet conservateur, on va dire. Et quand on a posé la question à ces 2 personnes, pourquoi est-ce qu'elles voulaient le projet conservateur, c'est parce que le projet innovant allait dévaloriser leur pavillon. Ah. Dans le sens, ils allaient rendre leur pavillon du coup beaucoup moins beau. Voilà. D'accord. Vous n'aviez pas réussi à intégrer les pavillons dans le... En fait, c'était arbitraire comme jugement de leur part ou... Oui, parce qu'en fait, le projet était trop... c'est pas tout présomptueux, mais trop beau pour leur... Ah oui, d'accord. C'est dans ce sens-là. D'accord, c'est dans ce sens-là. Ce qui allait être à côté de leur maison allait être tellement chouette que leur maison allait paraître... moche. Pas terrible, quoi. Voilà. D'accord. Et ils l'ont dit, on a rigolé. C'était un très bon moment d'échange avec la ville et les habitants. C'était vraiment génial. Du coup, vous êtes très identifié dans tout ce coin oui, en tant qu'architecte. Ça fait maintenant, donc depuis 2001 que l'agence est dans ce secteur-là. On y est ancré. On connaît bien, en effet, le tissu économique. On connaît les entreprises. On connaît... les décideurs, et c'est vrai que la proximité est vraiment un atout, je trouve, parce que c'est plus facile on est plus réactif, c'est plus facile de travailler avec des gens à qui on peut avoir un retour rapidement et puis échanger ou se voir dès qu'il y a un sujet sans prendre un rendez-vous qui porte au mois prochain, quoi. Donc on en revient à vos projets. De quelle manière vous pourriez nous faire comprendre comment votre architecture a évolué ou s'inscrit dans le temps depuis votre arrivée dans l'agence de votre père, votre indépendance, votre prise de pouvoir entre guillemets, et puis maintenant vos projets, comment avant, on faisait qu'une typologie de bâtiment, et c'est vrai que quand j'ai repris l'agence, c'était important pour moi de faire de tout. Je veux pas qu'on soit une agence spécialisée dans un domaine. Pour moi, c'est hors de question. L'architecte doit être un peu comme un acteur. Il prend un scénario et puis ensuite il y met sa sensibilité. Donc le scénario, c'est clairement le programme qui nous est donné par la maîtrise d'ouvrage, et ensuite on écoute aussi énormément les décideurs, les élus qui connaissent mieux leur ville, leur agglomération que nous.
Et ensuite, on va nous apporter notre sensibilité et notre savoir. Mais l'écoute est très importante, donc c'est vraiment ça qu'on a diversifié énormément les projets. On fait, comme vous avez dit, des projets sportifs. On a fait 2 projets à l'INSEP. On fait des projets d'éducation, des groupes scolaires, des collèges. On fait des projets de culture. On fait de théâtre. On a fait un théâtre à Juvisy. On en termine à Brie-sur-Marne en ce moment. Des salles polyvalentes. Des gymnases. On vient d'en gagner un à Mency. On commence les travaux dans nos chantiers de gymnase. Et des bureaux. Donc voilà, c'était important de faire de tout pour avoir l'œil toujours vif et pas s'endormir sur un même sujet. Je ne me voyais pas à 60 ans dessiner toujours les mêmes choses. Oui. Alors, est-ce que architecturalement, vous avez, comment dirais-je, une écriture, un leitmotiv qui revient à travers tous ces programmes, ou est-ce que à chaque fois vous revisitez complètement votre manière de faire? Alors la manière de faire, je pense qu'elle est un peu toujours la même, dans le sens où on attache une grande importance au site. Un projet ne peut pas être identique si on le fait à Évry-Courcouronnes ou si on le fait dans le Loiret ou à Paris. Donc on attache une grande importance à aller voir le site tout le temps. Et si on fait un projet, on ne fait pas des copier-coller en fait. Donc c'est très important d'adapter au site et de faire en sorte qu'à la fin, le projet puisse magnifier le site et le site magnifiera le projet. Et avant tout, évidemment, tout projet doit fonctionner, doit être fonctionnel et répondre aux attentes des utilisateurs. Si on y retourne et qu'on se prend des tomates, c'est pas très agréable. Donc en fait, le site, c'est le postulat de départ, quelque part. Oui, évidemment. Ok. Donc vous parliez salle de spectacle, école, équipement sportif, ce sont des lieux de transmission finalement. Est-ce que ça se traduit en volumétrie? Quelle est votre démarche sur ce type de programme? On essaye toujours, comme je disais, j'en parlais pour l'extérieur, où on essaie toujours de pousser un peu plus loin que ce qu'on nous demande, et on fait pareil pour l'intérieur. En fait, à l'intérieur, on essaye de permettre aux gens de créer du lien ou d'avoir quelque chose qui émerveille. Il faut... Alors, le principe d'une œuvre d'art, c'est que ça ne laisse pas insensible. Donc c'est ou bien ou mal, mais c'est pas grave, il faut que ça puisse faire réagir. Alors on ne peut pas qualifier l'architecture d'une œuvre d'art à 100%, au même titre qu'une œuvre d'art, mais on doit pouvoir avoir des éléments qui vont faire réagir aussi, qui vont réveiller, qui vont interloquer, qui vont éveiller la curiosité. Et donc c'est en ce sens-là où vous parlez de transmission, oui, le mot est assez juste, où dans les projets, on essaye d'avoir, on ne peut pas le faire partout parce qu'il faut quand même que les projets répondent à leur fonctionnement et à leur but premier, mais il y a des ventilations qu'on crée dans les projets où on essaye de créer ces moments d'émerveillement, de fun. D'accord. Vous auriez un exemple à nous raconter ? Un exemple, oui, dans le lobby de la salle de spectacle de Juvisy-sur-Orge, on a poussé le programme pour mettre toute une zone d'interaction 3.0, on va dire, où les gens peuvent être en lien avec des écrans tactiles, du mobilier spécifique, toute une zone avec des coussins spécifiques qui peuvent se rassembler là et puis communiquer, échanger. Et puis on a mis une matière spécifique qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine quand on la touche. Voilà, c'est des petites choses, c'est du sensible. D'accord. En fait, il y a un espace et après, vous avez quelque part géré les flux, c'est-à-dire les arrivées de câbles, etc. Oui. Et puis après, vous avez joué sur les matières. Oui, la matière et la technique qui viennent créer un endroit où on met le spectateur, pas seulement dans une position d'attente, mais on le rend un peu acteur de son temps d'attente finalement. D'accord. Et je vous posais la question à propos de l'urbanisme. Et pour l'architecture, vos projets emblématiques, quels sont-ils ? Réalisés par l'agence ? Oui, oui. Ah, oui, bien sûr. Non, j'aurais dit Beaubourg, mais... Non, c'est du passé. Non, mais là, on a un projet qu'on aime beaucoup, qui vient de se terminer à l'agence, qui est la salle de boxe de Savigny-le-Temple. Donc c'est pareil, c'est un territoire qui fait partie des villes nouvelles,
Et donc, on a un projet qui est en lisière de forêt et un bâtiment qui est très, très brut, puisque c'est du béton et du vitrage. Et donc, ça vient se mettre en contraste avec la forêt. Et donc, c'est là où on arrive vraiment à ce que je disais tout à l'heure, le site magnifie le bâtiment et le bâtiment magnifie le site. On a des transparences, on a une relation intérieure-extérieure qui est très forte. Les boxeurs peuvent, d'ailleurs ils adorent la salle, ils peuvent aller boxer dehors quand il fait beau, ils sont dans les bois, et puis en même temps quand ils sont dans leur salle, ils ont quand même l'impression d'être dans les bois parce qu'il y a tellement de vitrages ou de jeux de miroirs aussi qui renvoient la nature à l'intérieur du bâtiment qu'on a voilà, ce lien qui est fort intérieur-extérieur. Et le site est très important. Oui. Donc vous vous intéressez à la recherche. Comment vous vous positionnez par rapport à cette démarche prospective? Oui, tout à fait. À l'agence, on a, dans l'idée d'avoir des profils toujours différents, on a des gens spécialisés et puis qui nous, toutes les semaines, font des ateliers. On a un programme qui est fait pour que chaque semaine, le lundi matin, il y a une petite recherche qui soit montrée, exposée à toute l'agence par une personne. Donc voilà, on a aussi un architecte qui est spécialisé en terre crue. Donc on développe ça et la recherche pour arriver à toujours un même objectif qui est la construction plus durable. C'est l'objectif vraiment de ces recherches, d'avoir des matériaux qui soient durables, bons pour notre environnement et qui du coup nécessitent un peu de R&D, ce qui manque parfois dans nos métiers. On n'a pas ce temps de R&D et du coup on essaye de le mettre en place et on a réussi là, depuis un an, tous les lundis matins, à avoir ces exposés. Donc où un intervenant extérieur vient ou c'est quelqu'un de l'agence qui fait cet exposé. D'accord. Et en fait, vous avez réussi à appliquer quelque chose que vous avez découvert, à le matérialiser? Oui, on a des définitions intérieures spécifiques parce que la recherche va aussi bien sur l'enveloppe que sur tout ce qui est finition intérieure. Donc on a une peinture un peu spécifique sur un projet en ce moment à l'intérieur, une peinture qui est faite à base d'algues. On a, après c'est pas nous qui l'avons inventé, mais on est en train de faire une crèche en paille actuellement. Et on mène des recherches sur le matériau très intéressant qui est le carton. Ouais. Donc voilà. On espère pouvoir faire un projet en carton très bientôt. Formidable. Donc votre maîtrise de la fabrique de la ville et votre sens des réalités, profil OPC dans votre agence et économiste intégré, influencent bien évidemment votre pratique? Oui, c'est aussi un des leitmotifs de l'agence. Donc vous avez compris qu'on voulait faire plusieurs projets, plusieurs types de projets pour pas s'endormir sur un même projet. Et moi, je trouve très important dans l'équipe d'avoir des profils différents, complémentaires. Rassembler des gens identiques, je trouve ça un peu plus pauvre. Donc c'est pour ça qu'on a des gens très différents, on a des archis avec des sensibilités différentes, on a des économistes, des graphistes, un perspectiviste, des ingénieurs et dessinateurs projeteurs. Donc voilà, des gens au profil et après même au niveau de la personnalité très différentes. C'est ce qui fait la richesse de l'échange, parce que le projet est un échange, donc il faut qu'on ait, quand on fait du projet, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de quelqu'un qui dit on fait comme ci et puis c'est tout. C'est un échange et de cet échange découlera une solution qui plaira à tout le monde. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un profil OPC pour nos auditeurs? C'est ordonnancement, pilotage et coordination. Ce sont ceux qui maîtrisent le bon enchaînement des tâches sur un chantier et qui gèrent le temps. Donc en fait, vous aimez réaliser les chantiers des projets que vous dessinez. Hein, oui, on aime bien garder cette notion de réalisation et garder la réalisation en chantier qui est primordiale. Et la valeur ajoutée des économistes intégrés, c'est d'être indépendant par rapport dans vos choix? D'être indépendant, c'est pas la première idée, c'est surtout de bien maîtriser le budget, parce que comme nous travaillons beaucoup pour les entités publiques, on sait tous qu'on parle de baisse de dotation en ce moment et qu'elles subissent des difficultés, mais c'est surtout donc, pour bien maîtriser les chiffrages et les estimations prévisionnelles. Et là-dessus, on est assez fiers de dire qu'on les respecte toutes. Donc voilà, c'est une chose qui a été décidée en 2008, pareil, quand on a eu un appel d'offres qui a été un peu compliqué, où on ne maîtrisait pas l'économie nous-mêmes, et du coup on a essayé de l'intégrer, et depuis
Voilà, on a noué beaucoup de confiance là-dessus avec nos maîtres d'ouvrage, donc on le garde et du coup, et après, il y a aussi donc c'est la première notion de satisfaire un client et d'arriver à tenir le budget. Et ensuite, il y a aussi, c'est très important, le lien entre architecte et économiste. Parce que c'est les économistes qui prescrivent les finitions intérieures, qui prescrivent beaucoup de choses dans le projet. Donc ce lien fait qu'on peut être très réactif. Quand on n'avait pas l'économiste en interne à une époque, l'économiste nous appelle la veille du rendu, il nous dit le budget ne va pas, et puis qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on se fait une réunion dans 2 jours, donc voilà, on perdait du temps. Donc là, tout le monde est dans les mêmes locaux, et donc quand il y a un problème, on peut s'en parler très vite, faire une réunion et recaler, et pour rendre nos sujets à l'heure et respecter le budget qui est primordial. Vous passez beaucoup par les concours. Et je sais qu'il y a les concours marché public, il y en a moins maintenant. Il y a des partenariats publics-privés, oui. Oui. Mais là, on est sur plusieurs concours. On en est pour les JO. On est sur un concours de stand de tir aussi, qui sont des sujets atypiques. Atypiques, intéressants. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'agences en France qui ont fait 2 stands de tir. Nous, on en a fait 2. Moi, j'ai travaillé dans une agence, Hélène Fricou. Elle a un stand de tir dans ses références. On en a fait un en Seine-et-Marne, et on a fait celui de l'INSEP là, pour que les sportifs aient plein de médailles aux JO. Donc voilà. Et donc c'est des sujets en fait très atypiques, c'est ça qui est chouette. Ouais, c'est chouette. Donc comment vous répondez au leitmotiv actuel, mixité de programme, évolutivité des bâtiments, terrain laissé en friche, urbanisme transitoire? Qu'est-ce que ça évoque pour vous maintenant? Alors l'urbanisme transitoire, c'est un sujet moi qui me passionne. C'était le sujet de mon diplôme en 2005. Donc où j'ai appliqué l'urbanisme transitoire sans que ce soit nommé comme ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment de dénomination à l'époque, mais je l'ai appliqué sur la ville d'Évry, parce que vous avez compris quand je vous ai dit que j'arrivais à l'école d'archi et que j'étais le seul, on était 2-3 banlieusards à arriver, confrontés à des gens qui passaient leur vie à Paris et donc qui connaissaient le Louvre comme leur poche et des musées non-stop. C'est vrai qu'on se sent un peu loin de toute cette culture quand on est en banlieue. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas très juste, quoi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les jeunes de banlieue à la culture? Et du coup, mon diplôme de 2005, c'était ça. C'était comment est-ce qu'on amène de la culture en banlieue. Et donc, je parlais de l'art conceptuel. Enfin, j'en faisais toute une recherche sur les Smithsons et compagnie pour pouvoir déployer de l'art en banlieue et permettre à cet art d'être un vecteur de communication entre les quartiers, parce que dans les villes nouvelles, souvent, les quartiers ne se parlent pas. Enfin, à l'époque, il y avait quelques soucis. Et donc, du coup, je utilisais cet art pour sensibiliser et dialoguer. Et d'ailleurs, en ce moment, depuis quelques semaines, ou la semaine dernière, je crois, il y a un tableau de Picasso qui est exposé au centre commercial d'Évry-Courcouronnes. Formidable. Via le Microfolie. Donc voilà, je suis très fier de ça, très content. On n'a rien à voir, mais c'est la nouvelle mairie qui s'occupe de ça, et c'est très très bien. Ça va dans le bon sens. Exactement. Ouais. Alors comment imaginez-vous du coup le monde d'après, parce qu'on en parle pas mal en ce moment? Alors, le monde d'après, c'est compliqué, parce que à une époque, on disait qu'il fallait les burn-out, il fallait déconnecter, mais maintenant, finalement, les gens sont très contents de travailler chez eux, donc déconnectent presque plus. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas trop. Je pense qu'il faut se laisser un peu de temps, et j'ai pas de vérité à dire là-dessus, à part que il faut avoir des choses qui soient les plus évolutives possibles. Et puis, c'est là où l'urbanisme transitoire doit jouer aussi son rôle. C'est que finalement, pourquoi est-ce qu'une ville serait la même l'hiver et la même l'été? Il y a des choses qui sont sûrement à adapter, et l'urbanisme transitoire doit permettre ça. Donc il y a toute cette réflexion qu'on est en train de mener à l'agence, pas mal de recherches dessus. On est en train de développer justement des éléments aussi pour les pistes cyclables, parce que les pistes cyclables, on dit qu'il y a plus de vélos en ce moment, il faut les mettre plus. Donc c'est bien, mais on les met sur la route où il y a des voitures. Donc si on sécurise pas les gens qui font du vélo avec leurs enfants, c'est comme ça qu'on changera les modes de vie ou les modes de se déplacer. Je vois pas comment est-ce qu'on va éduquer les jeunes générations à faire du vélo. Enfin, moi, je mettrais pas mon enfant sur la route avec les voitures et juste à marquer une bande jaune au sol, quoi. Je suis bien d'accord avec vous. Donc c'est pour ça qu'on est en train justement à l'agence de travailler sur du mobilier qui pourrait avoir une fonction l'été où on ferait plus de vélo, et une fonction aussi d'hiver où on ferait moins de vélo, par exemple. Donc voilà, on est sur un projet de chaînon marquant. On appelait comme ça, et c'est vrai que la réflexion sur la ville en fonction des saisons est un sujet passionnant. Vous enseignez?
À l'université, Paris Sud, oui, un petit peu, ouais. Bon, quelle matière? L'architecture? L'architecture et du coup le lien avec une chose très concrète qui est les travaux. Voilà, le lien entre le monde de la réalisation et l'architecture. En effet. Et donc du coup, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer? Un message à faire passer, ce serait d'être à l'écoute et de garder une sensibilité forte. Être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est bien. Bon. Être à l'écoute de tout, des gens, de ce qui se passe dehors, du site. Voilà, je pense que c'est une qualité importante pour un architecte. Bon. Et du coup, de quelle manière vous aimeriez conclure sur votre travail? Quel est le message le plus important que vous aimeriez faire passer? J'ai envie de continuer à m'amuser. Bon. Voilà. On s'amuse bien, donc faut que ça continue. Le plus longtemps possible. Ouais, c'est ça. Bon. Et si c'est pas indiscret, vous avez des enfants? 2. Et ils veulent devenir architectes aussi? Alors le petit, il est trop petit parce qu'il a 9 mois, mais la plus grande qui a 6 ans, je sais pas, mais elle dessine beaucoup, elle est très créative, donc bon, on verra. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu témoigner dans Comme d'Archi. Puis on vous souhaite plein de beaux projets. Merci beaucoup. Voilà, Merci une beaucoup belle pour ce croissance moment. pour votre agence. Merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.